Bonjour à tous. Le 10 décembre 2021, nous avons lancé la saison Mandé 2022. Mandé 2022 pour rappeler que la comète de Halley avait illuminé le ciel du Grand Mali lors de son passage en 1222. C'est l'année de l'intronisation de Soundiata Keïta comme empereur du Grand Mali après des luttes féroces contre l'invasion d'étrangers esclavagistes. À cette occasion, la Charte du Mandé, une des plus anciennes déclarations universelles des droits humains, a été prononcée en terre d'Afrique. Nous rappelons que c'est au XIIIe siècle. 1222-2022, 800 ans après. Une partie de ce territoire d'Afrique connaît des troubles. Plusieurs vies volées. Interpellés par des familles, par plusieurs militants, suite au discours du 17 février dernier prononcé par le président Macron, nous avons tenu à réagir par le biais de la militante et chercheuse Fanta K. Nous nous sommes accordés sur l'impératif de faire évoluer les modalités de notre présence militaire. Au Sahel comme dans le golfe de Guinée, les attentes de nos partenaires ont évolué. La sensibilité des opinions publiques des pays de la région a elle aussi changé. Bonjour Fanta. Le président Macron annonce un nouveau paradigme et s'auto-félicite de ne pas rester statique quand la situation sur le terrain évolue. Est-ce que ça au moins, ce n'est pas une avancée? Ce qui frappe en écoutant ce discours, c'est que M. Macron s'évertue à démontrer que c'est lui qui garde la main. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, quoi. Alors qu'en fait, tout le monde sait que ce sont les autorités maliennes qui ont demandé une cessation des occupations militaires étrangères illégales en plus. Occupation militaire illégale, puisque pour ce qui concerne la France, ce que les précédentes autorités maliennes avaient demandé, c'était un appui aérien et un renseignement pour connaître le déplacement des djihadistes dans le désert, quoi. Et non seulement cette mission n'a pas été remplie, mais il semble que la France n'a même jamais eu l'intention de la remplir, pour la bonne et simple raison que la France avait son propre projet, quoi. En fait, ce pays a un projet qui l'habite depuis les années 40, qui est la création d'un État saharien. Un État que la France tiendrait sous sa coupe en s'arrangeant avec la dizaine de milliers de nomades qui sont là, dont elle ferait des pachas, moyennant son appropriation des ressources. Et ce projet, qui peut avoir l'air complètement fou en fait, mais bon, les Français ou les autorités françaises ont l'air d'y croire, eh bien ce projet a germé quand, à la fin de leur guerre, donc en 1945, les responsables français ont découvert les gisements de pétrole en Algérie. Et c'est à ce moment qu'ils ont compris que le Sahara en fait recelait des ressources énormes en pétrole et en gaz, et pour la France d'aujourd'hui en uranium, hein, y compris au Nord Mali. Et l'uranium, bon, on sait que concrètement tout le nucléaire français repose sur l'uranium africain. Donc tout le programme énergétique français, en fait, est dépendant de la ressource africaine. Et bref, c'est par rapport à tout ça qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique des millions de gens dans la rue pour dénoncer non seulement le pillage de l'Afrique par la France, ça c'est habituel, mais aussi, parce que c'est ce que ces gens qui sont dans la rue disent, dénoncer le fait que c'est la France qui, pour eux, coordonne le terrorisme. Et cela pour pouvoir, au nom de la lutte contre le terrorisme, convoyer des soldats sur place et ainsi occuper les zones minières qu'elle exploite ou les zones minières qu'elle convoite ou même les zones minières qu'elle n'exploite pas mais où elle veut empêcher les États africains de conclure des contrats avec d'autres partenaires qu'elle.
Donc, je t'interrogeais sur le nouveau paradigme annoncé et en fait, tu me réponds que la France ne s'est toujours pas désembourbée de son projet de création d'un État saharien. Un projet à la fois chimérique et meurtrier qui date de 80 ans. Mais il y a tout de même quelque chose qui change, c'est qu'elle semble vouloir associer divers États et se revendique même comme fédératrice dans la lutte contre le terrorisme. Qu'en dis-tu? La France s'évertue depuis des lustres à susciter en fait une seconde conférence de Berlin, c'est-à-dire une seconde conférence de partage de l'Afrique. C'est pour ça qu'on voit surgir des petites comme la petite Kamga qui a dit carrément aux Français venez nous recoloniser, enfin des choses comme ça, quoi. Ça peut paraître enfantin, quoi, mais bon, bref, ça fait partie du dispositif. Alors, à la première conférence de 1884-1885, donc, il y avait les puissances européennes de l'époque, plus les Turcs, donc l'Empire ottoman, hein, qui avait d'ailleurs colonisé tout le nord du continent, ce qu'on appelle aujourd'hui Maghreb, quoi. Et puis plus les États-Unis, ex-colonie anglaise, mais État colonisateur potentiel. Alors bon, maintenant, la France voudrait, pour faire perdurer le pillage, un partage qui puisse inclure les nouveaux venus. Dès que la Chine a émergé, il y avait déjà des sénateurs, hein, il y a des années de ça. Il y a peut-être 20 ans de ça, qui déjà disaient mais il faudrait les associer au partage. Sauf que donc les autres nouveaux venus, donc Japon, Chine, Brésil, Allemagne, Iran, Turquie, enfin bref, Émiratis, bref, sauf que ces nouveaux venus ne voient pas forcément l'intérêt de la jouer collective, quoi. Autrement dit, à chacun de compétir pour venir ouvrir son marché. Problème, c'est que la France, elle, a une balance commerciale déficitaire dans le monde entier, excepté dans ses colonies et en Afrique. Autrement dit, la France n'est plus depuis bien longtemps en capacité de remporter un quelconque marché si ce n'est pas sur fond de corruption ou de menaces. Et c'est vrai que dans son discours, Macron nous annonce qu'il a pu rallier à son nouveau fer de lance les États-Unis. Son nouveau fer de lance, hein, c'est un instrument dénommé Alliance Sahel, quoi. Un instrument qui aurait pour objectif d'appuyer ou de gagner les populations sahéliennes, quoi. Notamment en impulsant le développement. Évidemment, tout de suite, on a le droit de se demander comment la France, qui n'a jamais pu impulser le développement nulle part, ou qui n'a jamais impulsé le développement nulle part, soudain, en 2022, par la grâce d'Emmanuel Macron, va y parvenir. Sans ironie, on a envie de lui conseiller de se concentrer sur un espace restreint pour faire un essai, quoi. Genre la Guadeloupe, par exemple. Ben, c'est une colonie française. La France y a les pleins pouvoirs. Il y a moins d'1,5 million d'habitants. Mais en 2022, donc au terme de 400 ans de colonisation, la France n'est toujours pas parvenue à fournir de l'eau potable au robinet. Au moins, ne serait-ce qu'à la moitié ou à la majorité de la population, quoi. Donc, de là à aller impulser le développement sur une zone sahélienne qui est plus grande que l'Europe, forcément, il y a un doute. C'est bien pour ça que les militants demandent que la France acquitte des réparations pour le crime contre l'humanité de l'esclavage. Des siècles de travail extorqué, sans salaire et la cruauté en plus, et au final, même pas l'eau potable. Des terres contaminées par un pesticide interdit en France, mais autorisé dans les anciennes colonies, et toute une population intoxiquée au chlordécone. Une démographie effondrée, des taux records de cancer et une infrastructure médicale totalement délabrée. Des taux records de chômage pour les autochtones, tandis que les métropolitains qui débarquent se voient offrir toutes sortes de facilités, de logements,
et de travail, même lorsqu'ils sont moins qualifiés que les jeunes locaux qui sont, eux, poussés à partir. Mais néanmoins, quand M. Macron dit les attentes de nos partenaires ont évolué et la sensibilité des opinions publiques des pays de la région a elle aussi changé, c'est tout de même qu'il perçoit la nécessité du changement. Et ce qui n'est pas forcément le cas des gens comme Le Drian, qui, sur des dossiers comme ceux du Cameroun ou du Mali, a donné l'impression d'être définitivement figé. Que Le Drian soit momifié, ça c'est clair. Mais je ne pense pas que même pour Macron, quoi que ce soit ait réellement changé. Bon, bien sûr, je peux me tromper, quoi, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Contrairement à ce qu'il affirme, ce qui a changé, ce ne sont ni les attentes des leaders, ni la sensibilité des opinions publiques africaines. Et c'est le fait d'un changement dans les rapports de force et d'avoir des réseaux sociaux et Internet pour faire savoir ce que l'on pense et partager, sans censure. Sinon, l'histoire est là, hein, les faits sont là. Dès 1945, le 5e congrès panafricain, qui s'est tenu en Angleterre, à Manchester, avait fixé comme objectif la libération totale du continent. Dès 1946, le RDA, Rassemblement démocratique africain, avait été créé à Bamako comme instrument. Et dès la fin de la guerre, hein, il y a eu des prises de position claires des députés malgaches avec insurrection. Et puis, il y a eu l'enclenchement dans la décennie qui suit, dans les années 50, de la guerre de libération au Cameroun. Il faut quand même rappeler que dès la fin de la guerre de 1945, les militants camerounais sont montés au créneau pour sortir du statut colonial. Je rappelle que le Cameroun avait un statut particulier. C'était une ancienne colonie allemande. Et quand l'Allemagne a perdu la guerre, 1914-1918, l'ancêtre de l'ONU, qui était la SDN, la Société des Nations, a confié la gestion des colonies allemandes à la France et à l'Angleterre, qui étaient les pays vainqueurs, quoi, de la guerre. Donc le Cameroun était un territoire sous mandat de la SDN, de la Société des Nations. Et quand l'ONU a été créée, donc l'Organisation des Nations Unies a été créée, les Camerounais sont allés plaider leur cause. Puisqu'en fait, ils relevaient de l'ONU, de facto, et non pas de la France ou de l'Angleterre. Mais au final, bon, c'est le peuple camerounais qui a payé de son sang. Hein, et ce peuple a mené dans les années 50 une guerre de libération qui a fait près d'1 million de morts. Surtout en pays Bassa et Bamileke. Et ils ont été réduits à coups de napalm français. Des centaines de villages ont été rasés. Et c'est dans ce contexte que la montée du mouvement de libération dans les colonies françaises, notamment en Guinée ou au Niger, sous Djibo Bakary, a contraint De Gaulle à faire des choix. Les Malgaches, comme les Camerounais, comme le Rassemblement démocratique africain, avaient été clairs, comme Félix Eboué d'ailleurs. On ne peut pas comprendre le discours de De Gaulle de 1944 ou Brazzaville, capitale de la France libre, sans Félix Eboué. Mais Félix Eboué avait une vision. Donc De Gaulle a compris que la France ne pourrait pas, compte tenu des hommes qu'il côtoyait et dont il entendait très bien le discours, il a compris que la France ne pourrait pas conserver l'Empire en l'état. Bon, les Anglais l'avaient compris avant lui. Hein. En 1954, la guerre de libération des Mau Mau avait éclaté au Kenya. Parce que là-bas, voilà, il y avait des colons anglais qui, d'un coup, voulaient faire de leur région une colonie de peuplement parce que le climat leur convenait. Donc, les gens ont dû se révolter. Et il y a eu cette première guerre de libération là en 1954 au Kenya. Et dès 1957, les Anglais avaient dû lâcher le Ghana, hein, qui était devenu indépendant sous la houlette de Kwame Nkrumah. La mobilisation était trop importante, ils ont compris qu'il fallait négocier. C'est donc dans ce contexte, et pour en revenir au Cameroun, où malgré la disproportion de l'armement, les Français ne s'en sortent pas. Or, dans les Camerounais qui se battent, il y en a qui sont avec les arcs et les lances. Hein. Tout le monde n'est même pas avec un fusil. Mais ils ne s'en sortent pas. Et à ce moment-là, ils ont jugé que la priorité devait être de sauver la colonie de peuplement où
eux, Français, avaient investi. Autrement dit, l'Algérie. En plus, c'était la plus proche et en plus, ils avaient trouvé du pétrole. C'est pour ça que pour nous autres, les colonies françaises d'Afrique, ils ont proposé un référendum en pensant qu'en manipulant comme ils savent le faire, ils parviendraient à maintenir les pays africains dans un genre de statut d'homme-tom. Bon, ils ont manipulé pour retourner les votes, mais le Cameroun, si on peut dire, avait fait le match au prix de son sang et la Guinée a marqué le penalty par un vote écrasant du non au maintien de l'Union à la France. À partir de là, tout leur plan s'est effondré, quoi. En plus, via le Ghana et via la Guinée indépendante en 1958 et puis le Mali, un gros soutien a pu être apporté, enfin un soutien décisif, a pu être apporté à la guerre de libération de l'Algérie, parce que les armes arrivaient par le front sud. Le front sud que le Martiniquais, puisque le Mali et l'Algérie sont frontaliers. Donc, un front que le Martiniquais Frantz Fanon avait contribué à ouvrir. D'ailleurs, Bouteflika, si je me souviens bien, l'ancien président d'Algérie, a passé la guerre au quartier Hippodrome à Bamako, si je ne me trompe pas. Donc tout ça pour dire que ce ne sont pas les opinions qui ont changé, mais les rapports de force et les technologies qui nous permettent de nous faire entendre et fournissent donc à la résistance une visibilité. Au final, c'est comme si tu trouvais ce discours vain. Voilà, comme une certaine agitation, quoi. Puisque tout le monde sait euh, qu'il n'y a que l'économie qui compte et que s'il n'y avait rien à gagner en Afrique, la France, qui est remplie aussi de pauvres, aurait autre chose à faire que d'aller créer des soi-disant projets de développement au bout du monde. En plus, un développement qu'on annonce toujours sans jamais le voir. Et finalement, beaucoup de promesses jamais tenues. Depuis qu'en 1946, Césaire et d'autres ont lutté pour la départementalisation en pensant qu'après l'esclavage, ils pourraient enfin accéder à des conditions de vie dignes. Tous nos rapports avec l'État français sont fondés sur la manipulation. C'est le seul élément fixe. Ça, c'est une constante. On l'a encore récemment vu quand Macron a entrepris de rallier la jeunesse africaine, sous prétexte qu'il est jeune, pour court-circuiter et décrédibiliser les institutions africaines. Il y a eu plusieurs modalités. On l'a vu au Burkina, devant les étudiants, quand M. Macron a carrément insulté le président qui, par maturité, pour ne pas répondre, est sorti. Et moment où Macron a trouvé fin d'ajouter que le président était sans doute parti pour réparer la climatisation. On l'a vu au moment des élections sénégalaises, quand pour faire élire Macky Sall, les services français ont affecté des cohortes de fonctionnaires français, généralement hommes, se créant des profils Facebook de jeunes femmes noires, pour développer des conversations avec des Sénégalaises, qui elles croyaient avoir affaire à des sœurs. Tout ça pour faire passer le message de voter Macky Sall. Et là, on vient encore de le voir, avec son soi-disant sommet avec la jeunesse à Montpellier. Non, là, nos rapports à l'État français sont systématiquement fondés sur la duperie. Ni ye manden kalikan ye ni tubabu ko a ma ko la chape